Merci d'être venus si nombreux pour parler. Donc derrière le titre ronflant, je le redis pour ceux qui étaient pas là quand je l'ai dit tout à l'heure. Malheureusement, il va y avoir des formules. C'est le séminaire Quanti. Bon, donc au départ, je m'étais dit que j'allais parler de méthode de Monte-Carlo à chaîne de Markov. Puis j'hésitais quand même beaucoup. Et en relisant des livres de cours, je suis tombé en fait dans deux livres différents sur un exemple, un petit exemple qui a été développé sur une demi-page sur le vocabulaire de Shakespeare. Alors je me suis dit, tiens, ça peut être rigolo. En plus, il y a un intérêt pour l'analyse de texte dans l'équipe, donc je vais plutôt essayer de parler de ça. Donc je suis allé voir les articles et j'en ai bavé. C'était assez touffu. C'est pas très technique, mais c'est pas forcément toujours écrit très clairement quand même. Et puis donc j'ai décidé, donc j'ai quand même réussi à en sortir quelque chose. Je vais vous parler du vocabulaire de Proust à la place, parce que c'était plus facile de toute façon de télécharger les œuvres complètes de Proust, enfin pas les œuvres complètes, mais la recherche du temps perdu, que de télécharger Shakespeare, parce que Shakespeare il aurait fallu virer toutes les indications de qui parle, etc. Donc c'était un peu... Bon. Donc voilà, j'ai pris Proust. Donc je vais vous parler de... Est-ce qu'on peut compter des mots que Proust n'a pas employés, mais qu'il aurait pu employer? C'est ça un peu la question qui était posée pour Shakespeare. Alors, avant de parler de ça, je vais parler de plusieurs choses, de manière de compter des choses que je n'ai pas vues. Donc des lapins, des porteurs d'une mutation dans un gène suppresseur de tumeur, et puis des espèces de papillons, puisque c'est le modèle de toute façon qui avait servi pour Shakespeare et que j'ai remis sur Proust. Alors, on va commencer par les lapins. Donc, le problème posé, c'est combien y a-t-il de lapins dans le petit bois derrière chez moi? Et la solution proposée, c'est de dire, bon, j'appelle grand N le nombre de lapins, ça mange pas de pain, de lapins non plus. Un jour, on piège petit N lapin, donc grand N on ne connaît pas, c'est juste, on le dit, voilà, j'appelle grand N, je ne sais pas combien ça fait. Par contre, un jour, je fais une campagne de capture de lapins, donc je les capture sans les blesser, je les marque, donc je compte combien j'en ai marqué, et je les relâche. Donc j'ai maintenant une proportion inconnue de lapins qui est marquée, qui est petit N sur grand N. Et puis, quelques jours après, je fais une deuxième campagne de capture de lapins et j'utilise la proportion de lapins marqués parmi les lapins piégés la deuxième fois pour estimer la proportion de lapins marqués en tout dans mon petit bois. Et donc, comme cette proportion c'est petit n sur grand N, que je connais petit n, je peux estimer grand N par n sur p chapeau, sur la proportion capturée la deuxième fois. Donc c'est très utilisé en écologie, alors peut-être pas tout à fait sous une manière aussi simpliste, je dirais à la fin qu'il y a des modèles un peu plus compliqués. C'est aussi utilisé en épidémio au sens large, en particulier pour estimer des effectifs de population criminelle. Donc si vous cherchez capture-recapture, si vous cherchez des applications un peu au-delà de l'écologie, vous en trouverez quand même plein, donc en particulier les usagers de drogue, etc. Alors j'essaye d'expliquer un peu mieux avec un petit dessin c'est quoi cette histoire. Donc je remplace ma forêt par une urne et mes lapins par des boules. C'est le truc classique que font les mathématiciens. C'est prendre un modèle plus simple. Alors j'extrais 36 boules, je les colorie, je les remets dans l'urne et je mélange. Ça c'est un point important. Je peux mélanger mon urne, alors je ne peux pas mélanger mon petit bois. Et puis je tire 30 boules dans l'urne et je tire les boules marquées, il y en a 9. Donc si je fais le bilan, j'avais marqué 36 individus, pardon. Et au deuxième tirage, j'ai estimé que j'avais 9 individus sur 30, soit 30% d'individus marqués. Comme la proportion d'individus marqués, c'est 36 sur grand N, j'ai grand N, c'est estimé par 36 sur 0,3, c'est-à-dire 120. Bon. Et puis, je peux avoir un intervalle de confiance, ça c'est le truc classique, plus ou moins 96 fois P à moins P sur, racine de P à moins P sur N, le truc classique de première année de biostat, premier semestre de biostat. Et donc, j'obtiens l'intervalle de confiance pour P, et donc j'en tire l'intervalle de confiance pour N, juste en rentrant les bornes de l'intervalle de confiance dans la formule ici. Une autre manière de le voir, c'est de faire une vraisemblance pour les observations que j'ai faites la deuxième fois. Donc avec P, qui est écrit comme 36 sur N, donc la vraisemblance dépend de N, j'ai P puissance 9, ça c'est le nombre de lapins marqués, 9, et 1 moins P puissance 21, ça c'est le nombre de lapins non marqués, ou de boules non marquées. Et donc ça c'est la vraisemblance, et ça nous donne une belle vraisemblance comme ça, vous voyez il y a N qui est écrit ici et L de N ici, et donc le maximum de vraisemblance est pour 120, c'est la petite barre verte qui est là,
Et puis mon petit intervalle de confiance de tout à l'heure, 78-264, ça correspond effectivement à un certain intervalle sur la vraisemblance. On peut le voir comme ça, c'est à peu près la même chose que de dire voilà, les valeurs qui sont vraiment possibles, qui sont admises par la vraisemblance. Et tout ce qui est sur les bords, c'est pas vraisemblable, on n'y croit pas. Bon, ok. Donc ça c'était pour les lapins. Ça va vite. Alors des petits commentaires. Donc je vous avais dit c'est important de pouvoir mélanger l'urne. Alors je ne peux pas mélanger mon petit bois. Ben oui, si vous repiégez au même endroit que la première fois, vous allez repiéger les mêmes. Bon, c'est une urne mal mélangée comme ça. Donc il faut faire très attention à ce qu'on fait. Il faut piéger à plusieurs endroits, etc. Donc les écologistes ont développé des tas de modèles qui prennent en compte la structure géographique. Et bien entendu, on fait plusieurs campagnes de capture, etc. On tient compte de la mortalité, de la possibilité d'une natalité dans l'intervalle, etc. Bon, donc s'il y en a qui veulent creuser la bibliose, ça a l'air d'être son fond. Tout ce qui a été fait là-dessus. Ok, donc ça c'était un modèle assez simple, basé sur une petite binomiale. Alors on va passer au rétinoblastome, que vous avez reconnu. Donc c'est un cancer de la rétine. Vous m'arrêtez s'il y a des questions. Ça va ? C'est un cancer de la rétine, donc, qui apparaît avant 5 ans. C'est un blastome, donc c'est un cancer de cellules embryonnaires en fait. Et c'est une maladie, donc il y a une forme héréditaire qui est la transmission dominante. Donc c'est dû à une mutation dans un gène récepteur, ah oui, suppresseur de tumeur, RB1. Donc si pendant le développement de l'œil il y a une deuxième mutation, une mutation somatique qui apparaît, alors une tumeur va apparaître de manière à peu près systématique. Et puis au cours du développement de l'œil, ben, les cellules se développent, etc. Enfin les cellules souches se divisent, créent des cellules de la rétine. Cet événement d'apparition d'une deuxième mutation somatique, il peut se produire plusieurs fois. Donc on peut avoir des tumeurs multiples. Bon. Donc on a des données, ça c'est un article de Knudson, qui a le premier émis l'existence de gènes suppresseurs de tumeurs justement à cause de ces données-là. C'est des données chez des patients, donc on avait 35 patients qui avaient une seule tumeur, 17 patients qui avaient 2 tumeurs, 9 patients qui avaient 3 tumeurs, etc. Alors, comment est-ce qu'on peut modéliser des choses comme ça? Et puis, est-ce qu'ensuite on peut répondre à la question qui est de compter les patients qu'on n'a pas vus, c'est-à-dire les individus qui portent la mutation mais qui sont passés entre les gouttes, entre guillemets, qui n'ont pas... Puisque c'est un événement aléatoire, l'apparition de la deuxième mutation, il est possible d'en réchapper, entre guillemets. Alors, le modèle est vraiment assez simple, enfin, quand on a un peu l'habitude des modèles statistiques, c'est à peu près évident qu'on va se dire que c'est un modèle de poisson qu'il faut mettre. Donc on se dit c'est un processus de poisson, l'apparition des tumeurs indépendamment les unes des autres au cours du temps, dans un temps continu. Le nombre de tumeurs à la fin de la période de développement de la rétine doit suivre une loi de Poisson et on doit avoir donc la probabilité qu'il y ait K tumeurs qui doit être de cette forme-là, lambda puissance K sur K factoriel puissance moins lambda. Ça c'est une loi bien connue. Alors le paramètre lambda on ne le connaît pas. Si on le connaissait, on pourrait dire si S est le nombre d'individus qui portent la mutation, on a S fois P de X égale K patients qui ont K tumeurs, en espérance, en moyenne. Et donc l'espérance du nombre d'individus avec au moins une tumeur, c'est S fois la probabilité d'avoir au moins une tumeur, c'est S fois 1 moins E puissance moins lambda. Ça vient de que quand je mets K égale 0 ici, j'obtiens le terme ici qui est devant lambda K sur K factoriel, ça fait 1, donc j'obtiens E puissance moins lambda. Donc c'est 1 moins P de X égale 0. Et donc du coup, je peux estimer S par le nombre d'individus qui avaient développé au moins une tumeur sur 1 moins lambda. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut de mieux? Donc, comme on n'observe pas, pour estimer lambda, on va faire la méthode qui s'appelle la méthode de la vraisemblance. J'ai esquissé tout à l'heure. Ici, on n'observe pas S0. Donc, si on connaissait S0, tout irait bien. Mais en fait, il faut juste dire la probabilité d'avoir K tumeurs, sachant qu'on a été observé, donc sachant que X est positif, sachant qu'on a eu au moins une tumeur. C'est une probabilité conditionnelle, ça s'écrit comme ça. Et on obtient cette petite formule-là. Et donc, du coup, on peut écrire notre vraisemblance comme ça. La vraisemblance du paramètre lambda,
c'est le produit pour toutes les valeurs de k, alors supérieur ou égal à 1, qu'on a observé, de P de x égale k, sachant que x est positif, puissance sk. Et donc si je trace la courbe de cette chose-là, avec les sk qui ont les valeurs qui sont dans ce tableau-là, avec ces valeurs-là, j'obtiens un petit truc comme ça. Donc je vois que les valeurs vraisemblables sont entre 1 et 1,5, 1,7, quelque chose comme ça. Et puis la valeur la plus vraisemblable, elle est ici, c'est 1,28. Ah oui, 1,28. Et donc j'en déduis que la probabilité d'avoir aucune tumeur chez un porteur, c'est 0, soit 1 moins puissance 1,28, moins 1,28, il manque un petit moins ici, c'est 0,72. Et donc on estime que le nombre total de porteurs de tumeurs de la mutation dans la zone de recrutement, donc il faut supposer que tous les patients qu'on observe, qu'on a un centre de référence et qu'on a observé tous les patients sur un bassin géographique donné, hein, c'est environ 80. Bon, voilà. Donc je vous ai mis en gris 2-3 petites choses que j'ai balayées sous le tapis. Là, donc tout ce que j'ai raconté, ce serait correct si les données étaient bien, comme je vous ai dit, le nombre de tumeurs observées chez des patients. En fait, c'est pas tout à fait ça. C'est le nombre de tumeurs observées dans un des deux yeux, celui où le médecin a pu compter les tumeurs. Parce qu'en fait, quand ils arrivaient à l'époque pour être soignés, donc maintenant, heureusement, ça se passe un peu mieux, mais quand ils arrivaient pour être soignés, ils avaient déjà... Donc on n'a pris que des patients qui avaient des atteintes bilatérales, et il y avait déjà un des deux yeux où il y avait des tumeurs tellement grosses qu'on ne pouvait plus rien compter du tout. Donc c'est l'œil dans lequel le médecin a pu dénombrer les tumeurs. Il faudra en tenir compte, en fait. Il faudrait tenir compte du fait qu'il y avait une atteinte bilatérale. Il faut tenir compte que c'est l'œil le moins atteint, sans doute, dans lequel on a pu compter, pour refaire la vraisemblance, etc. Et puis il faudrait prendre deux fois le lambda estimé ici pour avoir des tumeurs dans aucun des deux yeux. Mais bon, ça, c'est vraiment complètement secondaire. C'est pour les gens qui auraient envie de prendre un exercice vraiment vicieux pour leurs étudiants. C'est pas Philippe. Bon, alors on va parler des papillons. J'ai pas mis de référence pour l'illustration, mais vous trouvez ça sur Internet. Alors, donc c'est un problème complètement différent, mais qui a des liens avec les deux. Enfin, c'est un problème qui a des liens avec les deux précédents, mais on va vraiment l'aborder de manière complètement différente. On fait des campagnes de capture de papillons et on classe nos papillons par espèce. Donc on a des espèces qui sont observées qu'une seule fois. Il y en a, en fait, ce qui est étonnant dans ces données, donc en fait, ça c'est des données qui sont sorties d'un papier de Fischer, dont je donne la référence à la fin. Enfin, Fischer et collaborateurs entomologistes, en fait. Donc il y a plusieurs jeux de données comme ça, et ce qui est frappant, c'est qu'il y a vraiment des espèces rares qui sont observées qu'une fois, et elles sont beaucoup plus fréquentes que les espèces qui sont observées deux fois. Elles sont elles-mêmes plus fréquentes que les espèces qui sont observées trois fois, etc. Donc les questions, alors voilà les données sous une forme un peu plus sympathique, un bar plot comme ça. On voit ça décroît, bon, puis après alors ça aussi un peu. Donc les questions, ce serait d'expliquer déjà qu'est-ce qui peut, est-ce qu'on aura un modèle qui colle à la réalité, et est-ce qu'on arrivera à prédire si on fait une deuxième campagne de capture d'un temps comparable à la première ou un peu moins longue ou un peu plus longue, combien d'espèces nouvelles je vais découvrir, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que je vais encore en découvrir autant, etc. Et puis est-ce qu'on peut carrément estimer le nombre d'espèces au total alors c'est en Malaisie, donc dans la péninsule où j'ai fait la campagne de capture. Bon, alors voilà le modèle qui est proposé par Fischer en fait. C'est de dire que le nombre d'individus capturés dans une espèce donnée I, ça suit une loi de Poisson de paramètre lambda I. Donc ça, c'est pas du tout... c'est vraiment une modélisation. Et donc le paramètre lambda I est propre à l'espèce, il est inconnu. Donc ça, c'est assez inattaquable en fait, parce que de nouveau, on a un piège quelque part, c'est des pièges lumineux. Les papillons passent avec une certaine fréquence, ils passent indépendamment. Alors, il peut y avoir des espèces grégaires, d'accord. On va supposer que ce pas des espèces grégaires, ils passent indépendamment les uns des autres, et puis... donc à la fin, puis même si il y a des espèces grégaires d'ailleurs, ça fait un processus de Poisson avec un tourneau constant, à la fin ça devrait quand même suivre une loi de Poisson. Ça devrait bien se passer quand même. Bon, et puis le problème c'est que voilà, donc on a autant de paramètres que d'espèces, ça on va jamais réussir à rien estimer avec ça. Donc il faut supposer que les lambda sont tous pris au hasard dans une même loi. Et puis, donc voilà, c'est là que les Athéniens s'atteignirent. On prend une loi gamma. Donc Fischer dit on prend une loi gamma parce que c'est commode.
Il n'a absolument pas d'autre raison. Il n'a pas d'argument, c'est commode mathématiquement. Alors c'est quoi la loi gamma? Donc il y a deux paramètres, R et θ. Alors quand je fixe θ à 1, ça donne une densité comme ça. Donc 1 sur R moins 1 factoriel x puissance R moins 1 puissance moins x. Quand R est plus petit que 1, ça donne un truc comme ça avec une asymptote en 0. Donc beaucoup de très petites valeurs. Et puis quand R est égal à 1, ça part de 1 et puis ça décroît comme ça, tranquille. Exponentielle en fait. Bon. Puis quand R est plus grand que 1, bon voilà, c'est des formes caractéristiques des T2. Là. Ouais, bon. C'est des choses comme ça. Et puis, pour avoir la loi avec un paramètre θ plus grand que 1, enfin différent de 1, on prend un paramètre d'échelle θ, en fait ça revient à multiplier une loi de loi gamma R1 par θ. Donc c'est juste un changement d'échelle. Donc ça va donner exactement les mêmes formes de distribution ici, mais vous changez d'échelle sur l'axe des x. Et des y d'ailleurs, par la notation. Donc c'est une loi, quand vous êtes dans le gamma R1, vous avez espérance et variance qui est égale à R, puis quand vous multipliez par θ, ben, l'espérance c'est Rθ, la variance c'est Rθ carré. Bon. Ok, ça donne, bon, voilà, c'est... Pourquoi ça? Parce que ça va bien se passer pour calculer P de x égale K. Donc dans ce modèle, le nombre de papillons observés dans une espèce quelconque, si je prends une espèce au hasard, eh ben c'est la... On peut le voir soit comme la formule des probabilités totales, soit comme la valeur moyenne des probabilités que x égale K quand lambda parcourt toutes les valeurs possibles. Donc on fait ça, on fait cette intégrale-là. Donc P de x égale K pour la valeur de lambda donnée, c'est la loi de Poisson, et f de lambda, c'est la densité qu'on a vue précédemment. Donc ça se passe bien, on trouve ça. Donc bon, cette formule que je ne vais pas lire parce que c'est pénible à lire. Et ça s'appelle la loi binomiale négative. Donc ça c'est chouette. Fischer était très content d'avoir ça. Qu'est-ce que je peux juste un petit commentaire, hein, j'ai des factoriels. J'ai pas dit que R était entier. Effectivement, R n'est pas entier. Hein. R ça prend des valeurs strictement positives. Mais ça prend, sur mon petit dessin, j'ai mis des valeurs plus petites que 1, donc c'est pas tout à fait R-1 factoriel, c'est gamma de R, ou gamma est la fonction qui prolonge la fonction factorielle sur l'ensemble des réels. Mais bon, c'est vraiment pas très grave de noter ça R-1 factoriel. Bon, donc ça donne des choses comme ça. Alors c'est ce qui est en rouge en fait. Voilà ce que ça donne pour R égale 0,2. Et puis j'ai fixé θ de manière à ce que R fois θ soit égal à 5, je crois. J'ai mis 5, ouais. Donc en fait, pourquoi j'ai fait ça? Parce que l'espérance de x, donc de cette loi de x, donc du compte du nombre de papillons qu'on va voir, donc il n'y a que deux paramètres dans ce modèle, c'est R et θ. C'est l'avantage. Hein. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est intéressant d'avoir mis ces lambdas qui sont pris au hasard dans une loi gamma R θ? Parce que au lieu d'avoir autant de lambda estimés qu'il y a d'espèces de papillons, j'ai plus que deux paramètres R θ. Donc j'ai réduit le nombre de paramètres de manière absolument dramatique. Je suis passé de autant de paramètres que d'espèces à deux paramètres. Donc en fonction de ces deux paramètres, l'espérance c'est R fois θ et la variance c'est R fois θ 1 plus θ. Bon. Et en fait, il y a une interprétation assez naturelle de R, c'est un paramètre de surdispersion par rapport à une loi de Poisson. C'est un mélange de lois de Poisson, ce truc. Et si on mélange des lois de Poisson qui ont tout à peu près le même paramètre, ça va rester une loi de Poisson. Mais s'il y a une hétérogénéité importante entre les paramètres, ça donne quelque chose de beaucoup plus dispersé. Alors en vert, vous avez une loi de Poisson avec lambda égale 5, et puis en rouge, vous avez pour R égale 0,2 et puis θ ce qu'il faut pour que R fois θ soit égal à 5, vous avez la loi binomiale négative. Alors voilà ce que ça donne pour R égale 1, et puis plus R est grand, plus on s'approche de la loi donc moins c'est dispersé, toutes les espèces ont à peu près le même paramètre lambda, et puis on s'approche vraiment d'une loi de Poisson. D'accord? Bon. Donc ça permet en première approche, ce modèle permet de se dire, ben voilà, il va y avoir des espèces très rares qui sont observées 0 fois, il va y en avoir beaucoup, et puis bon, voilà, ça permet de modéliser une hétérogénéité. Mais c'est quand même assez particulier, c'est une hétérogénéité avec, quand on veut que ça soit hétérogène, ça veut dire aussi beaucoup d'espèces rares. On ne peut pas avoir... En même temps, c'est difficile de faire autrement. Ok. Donc maintenant, revenons aux questions posées. Donc compter les espèces non vues. Si jamais on connaissait θr, donc j'ai fait comme tout à l'heure, j'avais commencé par dire pour mon processus de Poisson, où j'observais pas les gens qui avaient 0 tumeur
si je connais lambda, voilà ce que je fais. Donc maintenant, si je connais θ et r, voilà ce que je fais. Donc le nombre, si S est le nombre total d'espèces dans le milieu, le nombre d'espèces observées k fois, ça devrait être en espérance S fois P de x égale K. Et le nombre total d'espèces observées, c'est S fois P de x positif, donc S fois cette chose-là qu'on obtient juste en faisant 1 moins P de x égale 0, en mettant K égale 0 dans la formule atroce qui était ici. D'accord ? Donc, du coup, si je connais θ et R, je peux estimer S comme ça, par le nombre d'espèces observées sur 1 moins, donc c'est au lieu d'être 1 moins E puissance moins lambda, c'est 1 moins 1 plus θ puissance moins R. Bon. Donc comme tout à l'heure, vous vous en doutez, on va estimer θ et R par maximum de vraisemblance. Alors attendez, avant de faire ça, il y a une deuxième question qui a été posée, c'était prédire les résultats d'une nouvelle campagne d'observation. Alors, quelle est la probabilité? Donc c'est quoi ce truc-là? C'est le nombre attendu d'espèces non vues avant. Alors c'est S fois la S fois la probabilité d'avoir observé. Alors j'ai mis une nouvelle campagne d'observation de durée T, où l'unité de temps, en fait, c'est la durée de la première campagne d'observation, d'accord? Donc on va être dans les propriétés de la loi de Poisson que j'ai pas détaillées, mais bon, c'est pas très grave, du processus de Poisson. Donc ça, c'est la probabilité de ne pas avoir observé, de ne pas avoir fait d'observation lors de la première campagne d'observation. Et puis dans une campagne d'observation de durée T, il faut changer le paramètre par lambda fois T. C'est-à-dire si vous observez 10 fois moins longtemps que la première fois, il faut prendre comme paramètre lambda. Lambda, c'est la fréquence, en gros, du passage des papillons dans le piège, enfin des espèces dans le piège, donc il faut prendre lambda sur 10. D'accord ? Donc ça, c'est la probabilité de ne pas avoir observé la première fois, fois la probabilité d'observer à la deuxième campagne de capture. Et puis on intègre, donc ça c'est pour, ce produit des deux probabilités-là, c'est pour un papillon, pour une espèce de papillon qui a un paramètre lambda donné, donc ça, on intègre ça sur toutes les valeurs possibles de lambda. Donc je remplace mes probabilités par les choses du processus de Poisson. Et puis c'est l'intégrale pénible, hein, mais on trouve ça. Donc ben voilà. C'est une formule atroce, mais on devrait pouvoir calculer ça si on connaissait θ de R. Donc le petit commentaire final, là, quand t tend vers l'infini, ce truc-là, ça tend vers S fois 1 plus θ puissance moins R. Ça, c'est espérance de S0, effectivement, si vous remplacez espérance de S0, si vous développez ce produit-là, c'est le deuxième terme. Donc effectivement, quand t tend vers l'infini, on devrait finir par observer toutes les espèces qu'on n'avait pas observées la première fois. Bon. Donc je dis c'est rassurant, pourquoi c'est rassurant? Ça prouve que on a calculé deux choses complètement différentes et on a des résultats cohérents. On trouve deux fois la même chose. Alors, de nouveau, on n'observe pas S0, donc on passe par une probabilité conditionnelle. Pardon, P de x égale K, sachant que x est positif. Donc je vous laisse regarder cette formule pendant que je me mouche. Excusez-moi. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que la formule de tout à l'heure, quand je m'intéressais qu'à P de x égale K, alors elle est où, elle est loin, c'est celle-là. Pour que tout ça ait un sens, zut, c'est où? Pour que tout ça ait un sens, il fallait que R soit strictement positif. Parce que sinon, la fonction factorielle, la prolongée sur tout l'ensemble des RL, elle a un sens jusqu'à moins 1 factoriel, après elle n'a plus de sens. Enfin, ça devient compliqué. Donc voilà, il fallait ça. Mais maintenant, et puis bon, pareil, quand je mettais K égale 0, il faut que le terme au-dessus, là, il ait un sens. Maintenant que je m'intéresse qu'au K positif, il se passe un truc assez étonnant, c'est que je peux virer en fait tous les termes, ça c'est proportionnel à, donc je peux virer tous les termes qui ne dépendent pas de K. Donc j'ai quelque chose de proportionnel à R plus K moins 1 factoriel sur K factoriel, fois θ sur 1 plus θ puissance K, quantité que je ne vais pas tarder à nommer gamma d'ailleurs, puisque maintenant θ n'intervient plus que là. Et donc en fait, quand K est positif, puisque maintenant je ne m'intéresse plus à K égale 0, cette quantité elle continue à avoir un sens pour R plus grand que moins 1. Donc ce qui est un problème potentiel, en fait on va voir juste après. Donc il faut trouver la bonne constante de normalisation, c'est-à-dire le bon truc pour que toutes les probabilités somment à 1, mais il n'y a pas de problème, ça sera possible jusqu'à R plus gros, pour les valeurs jusqu'à moins 0,99, pas de problème. Bon,
Donc voilà le genre de vraisemblance qu'on obtient. Et vous voyez que ma vraisemblance, là j'ai fait jusqu'à... Donc ça c'est R et ça c'est... Je la fais en fonction de gamma égale θ sur 1 plus θ parce que ça fait un dessin quand même beaucoup plus lisible plutôt que de la faire en fonction de θ. Et donc j'ai des valeurs de R négatives qui sont vraisemblables, quoi. Donc je pourrais couper là, hein, je pourrais dire ah non, non, mais je ne les veux pas. Mais enfin, ça serait quand même embêtant d'avoir le maximum de vraisemblance qui soit à gauche là, de la barre verticale que j'ai pas tracée, là, de R égale 0. Bon, toujours est-il que là, ça ne se produit pas. On a un maximum de vraisemblance qui est par là, pour R en gros à 0,5 et gamma à 0,91 ou quelque chose comme ça. Bon, gamma 0,9 en fait, on trouve ça. Et on en déduit, du coup, en branchant dans la formule précédente, une estimation du nombre d'espèces. Chapeau égale 738. Alors là, j'ai pas fait d'intervalle de confiance, hein, j'aurais pu. Il faudrait prendre des valeurs plausibles. Il faudrait prendre un ellipsoïde une espèce de pseudo-ellipsoïde de confiance là pour R et gamma, et puis on en tirerait les valeurs entre lesquelles peut varier S chapeau. Mais alors si jamais mon ellipsoïde de confiance croisait 0 ici, je serais de nouveau assez embêté quand même, parce que par contre ma formule pour S chapeau là, elle a de sens que quand R, ce qu'il faut que je dise aussi, hein, c'est que quand R arrive à 0, ce truc là ça arrive à l'infini en fait. Donc si R est proche de 0, ça veut dire que j'ai un nombre infini d'espèces. Bon. Donc voilà, c'est très discutable. Alors qu'est-ce qu'on peut... est-ce qu'on peut croire à ce 738 là, espèce de papillon en Malaisie? Pas tellement. Donc le problème le plus flagrant, c'est le choix d'avoir choisi une loi gamma. On est vraiment très dépendant de ce truc-là. C'est juste parce que c'est commode, hein, bon. Et en même temps, mon Fischer, lui, il s'était pas vraiment... Lui, Fischer, il avait dit, bah, en fait, je vois bien sur mes échantillons que R est très petit. Donc lui, il disait, de toute façon, il y a un nombre infini d'espèces tellement grand qu'on est très loin de les avoir observées. Et lui, il prenait ce modèle-là, en fait, pour profiter de ces données. Il disait, regardez, ça fit bien, c'est cool. Puis il faisait un test de goodness of fit. Donc il faisait un test d'adéquation, voilà, des données au modèle proposé. Bon, voilà. Très bien. Allez, on va parler de Proust alors. Ok. Donc Proust, alors une fois qu'on a classé la recherche du temps perdu par ordre alphabétique, je vous conseille de le faire un jour, ça simplifie les propos, vous imaginez pas. Bref, en même temps c'est moins rigolo, mais... Donc c'est un décompte des mots, j'ai fait un décompte des mots complètement... trivial, hein, j'ai quand même viré les majuscules, j'ai viré la ponctuation, mais j'ai pas du tout cherché à faire, donc c'est ce que tu appelles du stemming, c'est ça, hein, à rassembler ensemble les formes conjuguées d'un même verbe, les adjectifs accordés, etc. Donc, Efron, pour Shakespeare, fait comme j'ai fait, il prend vraiment toutes les... En même temps, en anglais, les conjugaisons sont un peu moins riches, mais... Bon, j'ai suivi Efron, c'est pas une bonne excuse, mais en même temps j'avais un peu la flemme d'aller chercher une base de données pour faire ça. Et donc j'ai pris, histoire que les programmes tournent un peu plus vite, j'ai pris les 100 000 premiers mots, et j'ai regardé qu'est-ce que je pouvais prédire des 10 000 mots suivants. Est-ce que je peux prédire le nombre de nouveaux mots, parmi les 10 000 qui n'avaient pas encore été employés dans les 100 000 premiers? Est-ce que je peux prédire tous les mots que j'ai vus une fois, par exemple? Alors je pourrais poser une multitude d'autres questions, mais je vais poser ces deux questions-là. Est-ce que je peux prédire combien de mots vont apparaître qui sont parmi les mots qui avaient été utilisés une fois à une seule dans les 100 000 premiers mots? Alors voilà un petit peu le tableau. Donc j'ai 6398 mots qui n'apparaissent, pas de chapeau à cette personne-là qu'une fois. J'en ai 1860 qui apparaissent deux fois, etc. J'ai le mot DE qui apparaît 4482 fois. Je ne sais pas si c'est très intéressant de garder ces mots fréquents. Donc voilà, je vous montre ici les premières valeurs de SK. Donc est-ce que je peux utiliser le modèle précédent en disant chaque mot est un papillon, et puis il y a l'espèce de papillon zut. Bon, donc j'observe trois fois trois papillons différents de l'espèce zut dans les 100 000 premiers, 4482 fois, 4482 papillons de l'espèce de dans les 100 000 premiers papillons capturés, etc. Donc on peut essayer. Alors voilà le maximum de vraisemblance. Donc j'ai calculé la vraisemblance, le maximum il est là, en R égale moins 0,5. Donc le modèle, on est complètement sorti du modèle. Et en plus, quand on regarde, ça fit quand même pas très très bien. Alors en rouge, c'est les vraies données, et en vert, c'est ce que ça donne avec les valeurs de maximum de vraisemblance. Donc
il y a un problème de souplesse de la loi gamma ici. Alors c'est marrant parce qu'avec Shakespeare, ça fitait parfaitement. C'était bluffant. Donc on disait, ouais. Alors avec Proust, en français, ça marche moins bien. Bon. Donc, le truc qui est absolument génial, alors je mettrai le biblio à la fin, hein, donc c'est des papiers de Effron et d'autres, bon, mais en particulier 2 papiers de Effron, c'est de dire, en fait, je garde le même modèle, les mots arrivent selon un processus de Poisson, j'ai au fil du temps, à chaque moment, une probabilité constante de devoir débarquer à un mot donné. Bon. Les lambdas du processus de Poisson, donc les paramètres, donc ça s'appelle le taux du processus de Poisson, sont toujours pris au hasard, tous dans une même loi, mais je ne spécifie plus du tout la famille de lois donc je dis plus c'est une loi gamma une loi prise dans la famille des lois gamma, et sans spécifier rien du tout, on arrive quand même à écrire des prédicteurs. Donc c'est assez étonnant. Alors voilà comment on fait. Donc je considère les 10 000 mots suivants, combien apparaissent de mots qu'on n'avait pas observés parmi les 5 000 premiers. Donc j'ai réécrit la formule de tout à l'heure. Oups, pardon. C'est à chaque fois que je clique, en fait. Donc c'est toujours la probabilité de rien avoir observé dans les 100 000 premiers mots. Donc je prendrai t égale 1/10, hein, et la probabilité d'avoir fait au moins une observation dans les 10 000 mots suivants, et le tout intégré sur toutes les valeurs que peut prendre lambda. Donc je remplace mes probabilité poissonienne là, par ce qu'elles valent. Et puis, cette parenthèse-là, je développe en fait mon exponentielle et j'obtiens un petit truc comme ça. Pour les gens qui savent que l'exponentielle x, c'est somme des x puissance k sur k factoriel. Voilà, on obtient ça. Donc c'est une somme infinie. Bon, c'est pas grave, je la mets, je permute la somme infinie, puis l'intégrale. Allez, on y va. Je vais obtenir une somme de termes qui ressemble à ça, avec un t puissance k aussi quand même quelque part. Mais ça c'est l'espérance de SK. C'est ce que j'avais écrit tout à l'heure. Parce que ça, c'est P de x égale k, en fait. D'accord ? Ah, il manque le petit f de lambda ici. F de lambda des lambda. Et donc, en fait, je ne connais pas espérance de S1, espérance de S2, espérance de S3. Mais si je les connaissais, je sais que mon delta de t, il pourrait s'écrire comme ça. Et ce que j'ai écrit là, c'est vrai aussi dans le modèle paramétrique. Mon delta de t s'écrirait comme ça, et je pourrais remplacer les espérances ici par leur valeur calculée en fonction des paramètres. Mais ici, comme je ne veux pas avoir de paramètres, je remplace les espérances par les valeurs effectivement observées. Et puis j'ai un estimateur non biaisé, hein, les S1, ça estime de manière non biaisée l'espérance de S1. Le S1 observé estime de manière non biaisée l'espérance de S1, etc. Donc avec t égale 0,1, bah, je prédis 622 nouveaux mots. Et on en observe en fait 565, c'est pas mal quand même. Pour un processus de Poisson, hein, ça va. Allez. Alors, on peut utiliser ça que pour les petites valeurs de t, bien sûr. Alors pourquoi ? Parce que pour les petites valeurs de t, t carré, t au cube, t puissance 4, etc., ça va décroître très vite. Donc très vite, les grands SK vont plus avoir d'importance. Puis si vous regardez un peu la tête des SK, bah quand k est grand, ça va être 0 ou 1. Quoi, parce que, par exemple, k grand, ça veut dire quoi ? Ça veut dire k égale 4199, donc vous en avez un mot qui est apparu. 4199, mais pour 4200, vous aurez 0. Vous avez à la fin, ça se raréfie, vous avez des zéros, beaucoup de zéros, quelques 1 qui apparaissent. Donc ça estime très très mal son... Évidemment, quand l'espérance c'est aux alentours de 6400, vous allez bien l'estimer. Quand l'espérance c'est aux alentours de 0,2, vous allez mal l'estimer par un entier. Voilà. Donc ça marche bien. Donc en gros, on pourrait aussi regarder quelle est la variance de l'estimateur, hein, et s'apercevoir que la variance de l'estimateur, c'est ça mais en remplaçant tout par des plus, grosso modo. Hein. Donc la variance explose quand t grandit, en fait. Donc hors de question, comme tout à l'heure, de regarder sa limite en t plus l'infini pour connaître le nombre de mots total de Proust, que Proust aurait pu employer s'il avait continué à écrire La recherche du temps perdu pendant un temps infini. Ce qui ne manquerait pas de sel, mais... donc voilà. Alors dans les papiers de Good et Toulmin et dans les papiers d'Effron, il y a des astuces assez diaboliques pour quand même faire dépasser à t la valeur 1. Et puis ça marche à peu près encore bien jusqu'à t égale 4 ou 5, et puis après, de nouveau, ça marche plus bien.
Et puis Efron se posait vraiment la question, il a vraiment essayé d'obtenir des bornes, en plus l'infini, des choses comme ça, mais c'est quand même pas très convaincant. Donc, c'est très compliqué, donc en plus. Ok. Alors, autre chose, c'est la fréquence des Mora. Donc, ce truc-là s'appelle l'estimateur de Good-Turing. En fait, ça vient du projet Enigma. La question se posait quand on déchiffrait des messages envoyés par les sous-marins allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. Quand on avait déchiffré le début d'un message, combien de mots, est-ce qu'on avait déjà décodé tous les mots qui apparaissent dans le message ou est-ce qu'on avait encore des mots nouveaux à observer? Donc, la question vraiment se posait, un mot rencontré une fois dans les premiers mots, combien de fois on va les rencontrer dans les mots suivants? Donc, Turing avait fait un truc sur un coin de table, Good a fait un article après la guerre. C'est pas très lisible, je ne conseille pas forcément, mais bon. Donc une estimation naïve, un mot que vous avez rencontré une seule fois, vous allez dire, il a une fréquence de 1 pour 100 000. Bon. Mais en fait, on peut aussi faire la loi a posteriori du paramètre lambda. Plutôt que de prendre lambda égale 1 pour 100 000, on peut dire la loi a posteriori, elle est proportionnelle à probabilité que x égale k, sachant la valeur de lambda, fois le prior sur lambda. Ça, c'est la formule de Bayes. Et puis, il faut diviser par une constante de renormalisation qui est la somme continue, hein, donc l'intégrale de ça sur toutes les valeurs de lambda possibles, de manière à ce que ceci, ça somme bien à 1 pour être une loi de probabilité. Mais ça, c'est cool parce que ça, c'est espérance de SK sur petit s, où c'était le nombre total de mots connus employables par Proust, parce qu'il y a des mots qu'il connaissait qu'il n'allait sûrement pas employer. Comme c'est la formule, j'ai déjà écrite plusieurs fois, il y avait un petit s devant pour espérance de SK. Bon, et maintenant l'estimateur bayésien. L'estimateur bayésien, c'est l'espérance de la loi a posteriori. Donc j'écris l'espérance de la loi a posteriori. Je remplace ma loi a posteriori par ce que j'ai écrit tout à l'heure, donc probabilité de la loi de Poisson pour la valeur de lambda donnée fois la densité de lambda. Et puis, j'ai un lambda fois ça. Donc lambda, ça nous fait un lambda puissance k plus 1. Puis pour avoir un k plus 1 en dénominateur, je sors un k plus 1 ici devant. Et donc j'obtiens k plus 1 sur kappa, ma constante de normalisation tout à l'heure, fois, de nouveau, c'est l'espérance de sk plus 1 divisé par le vocabulaire total de Proust. Donc ça fait k plus... Donc sachant que kappa, c'était ça, l'espérance de sk sur petit s, les 1 sur petit s se simplifient et j'obtiens cette formule-là, absolument troublante, c'est magnifique. Et donc j'ai l'estimateur suivant pour la fréquence des mots observés une seule fois, c'est k plus 1 fois sk plus 1, observé k fois, c'est k plus 1 fois sk plus 1 sur sk. Donc pour les mots observés une fois, c'est 2 fois s2 sur s1. Donc avec le petit tableau que je vous ai donné tout à l'heure, j'avais s2 égale 1860, s1 égale 6398, j'obtiens 0,58 apparitions tous les 100 000 mots et non pas une apparition tous les 100 000 mots. Donc je prédis que chacun de ces 6398 mots va apparaître en moyenne, en espérance, 0,058 fois dans les 10 000 mots suivants. Donc si je compte combien de fois ils sont apparus en tout, j'en ai 371 qui sont apparus une seule fois. Pardon, si je compte combien de ces mots qui sont apparus une seule fois, je prédis qu'il y en a 371 qui vont apparaître. Il va y avoir 371, ils ne sont pas forcément 371 différents. Il peut y avoir 2 fois un mot qui était apparu qu'une seule fois dans les 100 000 premiers. Je vais avoir 371 apparitions de mots qui étaient apparus une seule fois dans les 100 000 premiers mots. Et dans la vraie vie, dans les vraies données, j'en ai 317, donc c'est quand même une assez bonne prédiction, surtout si je compare au fait que si j'avais dit ils apparaissent une fois sur 100 000, j'attendais 640 apparitions et non pas de l'ordre de 300. Quoi. Donc ça, c'est assez surprenant. Donc c'est assez intuitif aussi, le truc que j'ai oublié de dire, c'est aussi intuitif que, comme il y a beaucoup de mots rares, si on se dit il y a beaucoup de mots rares peu employés, c'est assez intuitif que ce 1 pour 100 000, c'était surestimé. Puisque c'est vraiment l'espérance, donc il y en a sûrement beaucoup qui ont une espérance à 0,7, 0,8, et parmi eux, il y en a quelques-uns qui ont fait 1 et d'autres qui ont fait 0. Donc, ok. En fait, c'était plutôt 0,6, l'espérance. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec tout ça? Donc, Efron et Sisted l'ont fait pour Shakespeare, avec un sonnet qui avait été redécouvert dans les années 80
dans une bibliothèque, ils ont testé si c'était compatible avec le reste du corpus de Shakespeare. Bon, la réponse était oui. Bon, est-ce qu'on pourrait faire du clustering? Je ne sais pas. Est-ce qu'on pourrait introduire un prior plus complexe? Par exemple, tenir compte du fait qu'il y a certains mots qui sont forcément fréquents dans un texte en français. Bon, je ne sais pas non plus. Est-ce qu'on pourrait l'utiliser sur Finnegan's Wake de Joyce, où le nombre de mots est cette fois-ci réellement infini? Je ne sais pas non plus. Bon, voilà, un petit peu de biblio. Et puis voilà, c'est fini.